Merci de rester avec nous. C'est la seconde partie de New World Forum. Nous parlons cette semaine de la conjoncture sociopolitique au Togo avec Dr Aubin Kodjoviat-Nathan. Il est le président national du parti Nouvelle Vision du Togo. Merci Dr Ton de rester avec nous pour cette émission. Avec plaisir. Je rappelle que les téléspectateurs peuvent vous poser maintenant des questions écrites via WhatsApp. Le numéro défile à l'écran 96 46 10 31 précédé de l'indicatif du Togo. Nous allons d'ailleurs prendre une première question pour vous accueillir dans cette seconde partie, Dr Ton, c'est le 91 84 15 qui nous écrit. Bonjour le plateau, votre invité est très pragmatique. Dans son parler, on ne voit pas en lui un politicien togolais. Vivement que ce soit la naissance d'une classe politique libératrice de notre pays. Il a parfaitement raison quand il dit que l'éducation togolaise et africaine n'a pas de finalité, que les gouvernants fassent recours à des experts apolitiques pour vraiment définir le profil de citoyens à former avant de concevoir les programmes à dispenser dans nos écoles. C'est Eric qui nous écrit depuis Tchamba. D'accord, merci Eric. Je pense quand même qu'il partage ce que nous avions dit, ce que j'avais dit sur ça. Parce que sans finalité, on ne peut pas jauger les contenus des programmes et développer les outils nécessaires, créer les conditions pour que ça soit atteint. Donc c'est tout bénéfique pour vous. Nous allons continuer avec les téléspectateurs. Est-ce que nous pouvons prendre Richard? Oui, 91 62 16. Richard qui nous écrit de Cara, 91 62 16. Bonjour Monsieur Gilles, salutations à Monsieur Ton. Richard Tagua depuis Cara. Je ne savais pas qu'il avait plusieurs cordes à son arc. Bon courage à lui et qu'il pense aux jeunes, surtout à ceux du Septentrion. D'accord. C'est avec plaisir et très bientôt, je pense quand même que la nouvelle vision sera encore très présente dans le Septentrion, suivant le programme que nous avons sur notre calendrier d'action. Alors, il poursuit après la Seconde Guerre mondiale et en Allemagne, les enseignants ont été artisans de la relance du développement. L'enseignement reste et restera le façonneur de tout dirigeant et de tout citoyen modèle. À ce titre, il doit être bien traité en tout point de vue. Cependant, toute action doit être mûrie et conforme à la réglementation. La force et la violence règlent, mais pas toujours tout. Que la raison revienne au cœur de cette question des enseignants. Et justement, c'est ce que nous voulons, c'est pourquoi nous appelons tout le monde à aller au dialogue pour trouver solution aux problèmes que nous avons, que nous traversons en ce moment dans notre pays. Parce que sans une éducation harmonieuse qui conduit vers une finalité donnée, on ne peut rien faire. Oui, il a bien dit, la force à des moments agissent et font trouver des solutions, mais pas toutes les solutions, pas à chaque fois. Mais dans des situations comme celle-ci, je pense que nous devons privilégier le dialogue et trouver la solution en mettant en premier la finalité de ce que nous voulons faire. Kofi Datapamen vous a écrit également 90 74 34 90 74 34. Que dit Kofi? Bonsoir docteur Tonkele. L'avenir de l'alternance aujourd'hui au Togo avec une opposition qui évolue en rang dispersé et divisé plus que jamais. Est-ce que Nouvelle Vision seule peut gagner la bataille face à un régime rusé, enraciné qui utilise donc tous les moyens pour se maintenir au pouvoir? Quelle stratégie Nouvelle Vision a aujourd'hui pour ne pas se faire écarter des prochaines échéances électorales, notamment les présidentielles? Merci beaucoup pour cette question. Je pense que si le nom c'est... Bon, en tout cas, si le téléspectateur se demande si Nouvelle Vision seule peut gagner la bataille, je dirais non. Kofi, au même moment, je lui demanderai de savoir c'est quoi la bataille. Parce que la bataille pour laquelle j'ai dit non déjà, c'est celle-là qui permettrait à ce que nous créions un Togo qui offre des opportunités à tous les citoyens d'avoir à manger tous les jours, qui permettrait à tous les citoyens d'avoir une éducation de qualité et qui permet à tout Togolais non seulement de rêver, mais de réaliser leurs rêves. C'est ce que nous appelons bataille. Mais si peut-être il se résume à la bataille d'un camp contre l'autre, ça ne répond même pas aux fondamentaux de la création de la nouvelle vision. Parce que la nouvelle vision
Après une analyse approfondie de la situation politique sur le terrain, nous avons vu que ce qui faisait problème, c'est l'existence d'un bras de fer entre un camp et l'autre. Donc si c'est de cette bataille M. Kofi parle, je dirais que la nouvelle vision ne poursuit pas ça parce que c'est trop petit pour nous. Pour nous, la finalité, c'est d'arriver à créer un Togo qui offre cette qualité et cette opportunité à tous les Togolais. Donc suite à cette question, il demandait les stratégies que nous pourrons mettre sur pied pour ne pas être écartés. Je pense quand même qu'il a aussi compris que nous avons été écartés injustement, mais on ne revient plus sur ça parce que c'est une histoire déjà passée, mais qui nous a appris à faire des choses. Avant, nous avons opté à aller en tant que candidat de la... candidat indépendant. Candidat du peuple. Nous voulons laisser les manteaux des politiciens parce que ça ne nous apporte presque rien. Et la raison qui se sont données pour nous éliminer en ce moment était que nous n'avons pas de signature pour supporter la candidature de Kojo Viton. Donc aujourd'hui, nous avons été obligés de créer le parti. C'est pourquoi il y a maintenant l'existence du parti Nouvelle Vision en plus du mouvement Non-Vie. Et c'est ça qui fera quand même que, du moins, la seule chose qu'ils ont identifiée avant n'y est plus parce que nous sommes maintenant devenus partis et nous n'aurons plus à avoir besoin de ces signatures. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir autre chose? Bon, s'il doit normalement avoir autre chose, on devrait les énumérer parce que si peut-être c'est ma naissance, il devait déjà voir ça. Si c'était quoi, bon, je ne sais pas, conditions physiques, Dieu nous donnera la force, Dieu nous donnera la bonne santé pour pouvoir y aller. Mais je pense quand même qu'au-delà de tout, c'est le fait de voir en l'alternance une arme contre quelqu'un qui fait des fois que les gens prennent certaines décisions non objectives. Donc je pense qu'à travers nos émissions, à travers nos actions sur le terrain, tout le monde finira par comprendre que la finalité au fait de la nouvelle vision, c'est de contribuer à la création d'un Togo qui apporte le meilleur et au camp qui doit céder et au camp qui vient. C'est l'opportunité qui donne à la nouvelle vision, c'est la force de créer un Togo qui améliore les conditions des forces de l'ordre, les conditions des centres de santé, les conditions du système éducatif et autres. Donc ce n'est pas au fait un combat d'un quelqu'un contre l'autre. Donc de ce combat, nous n'existons pas. Et notre existence, c'est que la jeunesse togolaise, que vous soyez du parti au pouvoir ou de l'opposition, nous avons presque tous le même problème. C'est de ne pas avoir cette opportunité de vivre comme on peut, d'avoir cette opportunité de trouver à faire comme on peut sans se salir. Donc je pense quand même que pour cette bataille dont je fais allusion, on a besoin de tout le monde, et du parti au pouvoir, et de l'opposition, et de la société civile, et des leaders des religieux et des traditionnalistes. On a besoin de tout le monde pour y arriver. 92 10 06 92 10 06. Bonjour New World, c'est Kossi Kweka qui nous écrit. Je voudrais vous poser deux questions. Un, face aux difficultés dans l'éducation nationale, le secteur privé semble être ignoré par les décideurs. Quelle solution la nouvelle vision propose pour les enseignants du secteur privé du Togo? Deux, si la menace terroriste est réelle au Togo, ne serait-il pas impérieux de mener une enquête préliminaire pour identifier les motifs réels et les acteurs afin de prendre des résolutions appropriées? D'accord, merci beaucoup pour la question. Et je pense quand même que je ne vais pas devancer parce que dans la conclusion de la première partie, vous avez parlé des perspectives de la nouvelle vision. Mais je voudrais quand même rassurer M. Kweka que, comme il doit aussi le savoir, la nouvelle vision joue toujours la politique des trois, c'est contribuer, collaborer et contraindre. Donc quand on dit contribuer, collaborer, contraindre, nous ne sommes pas seulement des identificateurs des problèmes. Non, il faut proposer et il faut agir. Donc dans ce problème des éducateurs, dans le domaine de l'éducation, nous ne sommes pas des décideurs. Mais la question, c'est de savoir si nous pourrons faire quelque chose. Oui,
Et nous le ferons. Et qu'est-ce que nous avons prévu sur le calendrier? La question me force quand même de donner un peu sur ce qui est prévu parce qu'on doit attendre au fait la section spécialisée de notre parti de le faire. Mais je rassure quand même à tous les enseignants qu'au niveau de la nouvelle vision, en tant qu'expert dans l'éducation, moi-même, comme je le faisais depuis, à chaque rentrée où je formais les enseignants, partout, la dernière séance était à Atakpamé où on avait plus de 125 enseignants à la rentrée. Nous allons organiser des séances de formation dans les 5 régions du Togo. Et durant ces formations, nous allons faire appel au public togolais, à la diaspora, aux entreprises, de pouvoir nous supporter pour que, après, au cours de ces formations, nous puissions avoir les moyens pour avoir des matériels didactiques pour accompagner certaines écoles qui sont en besoin. Donc c'est un projet que nous voulons faire en tant que contribution de la nouvelle vision pour la résolution fondamentale, la résolution effective de la crise de l'éducation. Donc très bientôt, le calendrier va sortir pour voir par où la nouvelle vision va commencer. Oui, nous allons faire des actions et nous au moins, si on n'a pas les moyens de les payer ou de leur donner des primes, on peut quand même contribuer à travers notre expertise comme on le faisait depuis en transmettant le minimum du savoir-faire que nous avons pour améliorer. Parce que l'un des problèmes fondamentaux aussi des enseignants, c'est qu'ils n'ont pas des formations adéquates, ils n'ont pas des formations continuelles qui leur permettent de transmettre facilement cette connaissance à nos enfants. Une chose est bonne d'avoir le diplôme, mais la connaissance. Mais transmettre la connaissance d'un point A à B aussi a besoin au fait d'une formation donnée. Donc je pense qu'au niveau des acteurs, j'en profite pour faire appel à tous les experts de l'éducation, que vous soyez de la diaspora ou pas, à travers des web TV, vous pouvez quand même participer à l'amélioration des conditions de l'enseignement au Togo en organisant des séances de formation sur le net ou bien sur le terrain. Donc, si vous êtes là, vous voulez vous coupler à nous, à la nouvelle vision, pour cette série de formations, 92, 89, 73, 73, 92, 89, 73, 73, vous êtes expert, venez vers nous, vous voulez contribuer, venez vers nous pour qu'on puisse quand même jouer notre partition pour la résolution de cette crise au moment où, d'un côté, nous continuons à lutter pour la résolution avec les décideurs de ce domaine. 91 59 89 91 59 89. Bonjour l'invité. Depuis que vous êtes au Togo, si on vous demande de doiter un secteur qui est vraiment souffrant, ce serait lequel et quelles seront vos approches de solutions pour y remédier? C'est Coco qui nous écrit. Là, déjà, quand on dit, c'est comme si tout est devenu priorité au Togo. Et on dit de définir un secteur. Nous avons toujours dit que le développement est un tout. Donc, quand il y a un mauvais quelque part, ce mauvais crée des mauvais et ces mauvais recréent ou bien redonnent encore de l'énergie à ce qui a été déjà gâté. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai dit, si je dois toucher un secteur et si c'est impératif que je ne choisisse qu'un seul secteur, je dirais l'éducation. Et parce que c'est à travers cette éducation que nous serons même, nous aurons les informations nécessaires, la connaissance nécessaire pour éviter peut-être des problèmes de santé, pour éviter les problèmes de malnutrition. C'est-à-dire l'éducation, c'est fondamental. Oui, je sais, il y a des moments où les gens disent que la santé, c'est le premier point. Mais avec l'éducation, des fois, ça permet à ce que les gens évitent le problème de santé. Vous allez voir qu'au niveau de la nouvelle vision, dans nos priorités, dans nos programmes prioritaires, on ne met pas trop l'accent sur la santé. Pourquoi? C'est pas parce que la santé n'est pas importante. C'est très important. Mais nous pensons quand même que les gens sont souvent envahissent les centres de santé. C'est parce qu'ils ont des problèmes socio-économiques. Des gens, tellement, ils ont des problèmes à la maison et ça crée déjà des fois des incompréhensions dans des familles. Et il y a des maladies auxquelles vous n'attendez pas qu'ils vont venir à n'importe quel moment. Mais si vous êtes dans de bonnes conditions, vous mangez bien, je pense qu'on va décongester beaucoup de centres de santé. Décongestionner plutôt beaucoup de centres de santé. Donc c'est pourquoi pour nous, cette éducation qui nous permet franchement d'élever les niveaux et de cultiver les opportunités de devenir des citoyens bien dodus permettra à ce que les choses aillent mieux. Donc voilà.
92 07 38, 92 07 38. Bonjour, cher invité. C'est Alonio Yaou Agbessi à Didogome, Lomé. Mes questions sont les suivantes. L'injustice peut-elle être à l'origine du terrorisme? Si les jeunes sont désœuvrés, sans avenir, il ne serait pas facile d'être enrôlé par les terroristes. Selon vous, la CEDEAO n'a pas perdu de légitimité par hasard dans les pays de la sous-région qui sont assoiffés par la démocratie. Peut-on dire que la CEDEAO a un avenir incertain si elle ne change pas de stratégie? Bon, je pense que dans la question de notre sœur... ou notre frère, c'est Yaou Agbessi. Ok, donc du téléspectateur, il y a déjà sa réponse. S'il y a l'injustice et il y a le mécontentement, c'est facile d'enrôler les gens. Donc c'est vrai, quand il y a injustice, et cette injustice crée le mécontentement, et ce mécontentement permet à ce que les gens se rangent dans un camp pour lutter contre l'autre et soient vulnérables aux manipulations terroristes. Oui, l'injustice conduit à cela. Maintenant, quand on revient par exemple à la CEDEAO, je pense qu'au niveau de plusieurs États, peut-être que c'est par aberration que nous le disons, mais la résolution des crises faite par la CEDEAO un peu partout, dans la sous-région ne satisfait pas vraiment les attentes de la population. Donc avec cela, à chaque fois, vous voyez au Mali où le responsable de la CEDEAO a été renvoyé, de ce genre de choses, ça ne donne pas de crédibilité. Donc je dirais quand même que je pense également que la CEDEAO est en train de perdre, sinon a déjà perdu la légitimité vis-à-vis de la population. Peut-être des dirigeants, pas encore, mais vis-à-vis de la population, c'est comme si la CEDEAO perd cette légitimité. Maintenant, la CEDEAO prend ses décisions. La question, c'est de savoir si la CEDEAO prend des décisions, a-t-il des moyens d'imposition de ces décisions? Au Mali, on sait, on peut dire on a gelé telle chose, on a gelé les avoirs des dirigeants qui sont interdits de voyage. Les gens sont interdits de voyager. Maintenant, est-ce que ça va résoudre le problème de la population? Parce que des fois, ces institutions prennent des décisions qui n'ont de répercussions que sur la population à la base. Et ceux-là étant déjà apprêtés pour ce genre de décisions, ils continuent par vivre normalement au moment où la population continue par souffrir. Est-ce que la CEDEAO aujourd'hui a une armée, par exemple, qui peut intervenir quand il y a question de force? Est-ce que la CEDEAO a des structures organisées qui peuvent intervenir pour résoudre... Si, la CEDEAO a déjà intervenu au Libéria et en Sierra Leone et en Gambie. Hein. Oui, non, on ne dira pas que tout est noir. Et on veut féliciter la CEDEAO. Mais le problème que nous avons souvent, c'est que la CEDEAO est composée des leaders de nos pays. Et la plupart des problèmes, c'est lié aux leaders. Maintenant, c'est comme si c'est un groupe d'enseignants qui veut résoudre un problème d'enseignants contre les élèves. C'est un peu, je crois qu'il y a un peu de problème là-bas. Ce qui parle de ces syndicats de chefs d'État qui se soutiennent. C'est ça. Quand il y a un syndicat, au fait, des leaders de nos pays, et vous voyez nos problèmes. Si c'est un problème particulier qui vient, la CEDEAO arrive souvent à les résoudre. Mais un problème lié à un chef d'État qui est membre de la CEDEAO, des fois on se dit, bon, il faut regarder, comme on dit souvent chez nous, pour voir ce que ça peut donner. Donc je pense quand même qu'il faut que la CEDEAO, dans sa manière d'agir, même dans sa constitution, soit revue pour redevenir une institution qui peut agir valablement dans la sous-région. Est-ce qu'on peut répondre à Essafa Dikeni, 90 33 81, 90 33 81, que nous dit-il? L'identification des citoyens dans un pays est une bonne chose. Malheureusement, au Togo, la politisation à outrance met en péril toute initiation ou toute initiative d'identification. Donc en matière d'état civil, le Togo peut être considéré comme un bon exemple. En effet, on a multiplié les centres d'état civil dans les villages les plus reculés. À votre invité, je l'exhorte à garder le réalisme qu'il caractérise. Le Togo a besoin d'avoir une nouvelle forme d'opposition qui doit se démarquer du populisme de celle que nous avons connue depuis les années 90.
Oui, merci beaucoup aux téléspectateurs. Et je rappelle quand même, je mets un accent particulier sur ça. Il faudrait aujourd'hui que la jeunesse togolaise, que la population togolaise comprenne que l'opposition dont nous parlons, c'est ces institutions qui s'opposent à la famine, à la galère, à la précarité, à l'injustice, à la mauvaise gouvernance. Ce n'est pas seulement une institution ou bien un regroupement des associations contre quelqu'un ou bien un régime. Oui, quand on parle de l'injustice, quand on parle de la mauvaise gouvernance, ça peut aussi faire partie de cela. Mais l'opposition, au fait, on s'oppose aux mauvaises conditions de nos pays. On s'oppose au fait que nous avons des diplômes, nous sommes à la maison. On s'oppose au fait que nous voulons cultiver nos terrains, nous n'avons pas les moyens. On s'oppose au fait qu'on est malade, on va à l'hôpital, on ne se soigne pas. On s'oppose au fait qu'on a des enfants, on n'a pas des centres de formation ou bien des écoles qui leur donnent, qui leur créent des conditions pour apprendre ou bien avoir des éducations de valeur. Donc c'est de cette opposition que nous parlons. Et cette opposition, je pense quand même que c'est ce qui la nouvelle vision incarne. Donc merci pour lui, pour sa contribution, et nous continuerons pas nous opposer à cette précarité en continuant à réfléchir et à développer des stratégies pour améliorer ce qui se fait déjà et créer ce qui n'existe pas. Ils sont très très nombreux à vouloir vous poser des questions. On va prendre encore une question évoluée dans notre protocole. 93 58 43 93 58 43. Que dit-il? Bonjour à votre invité. Ma question est celle-ci. Si Monsieur Kodjoviton est ministre de l'Éducation, que fera-t-il pour satisfaire les revendications des enseignants? Sylvestre depuis Kégué. Merci, Monsieur Sylvestre. Je pense que dans la lettre ouverte du 10 que nous avons publié à la Nouvelle Vision, nous avons déjà parlé de privilégier le dialogue. D'abord, en tant que ministre de l'Éducation, j'allais déjà a priori savoir qu'au début de la rentrée, il y aura toujours grève, comme ça se fait toutes les années, depuis le temps du feu Nyasingbe et Yadema. Mais pas seulement les rencontrer, dialoguer, mais trouver des solutions en mettant sur le tapis les outils que nous avons au niveau des décideurs. Parce qu'à des moments donnés, il y a des gens qui pensent que les moyens sont là, mais c'est la mauvaise foi qui font que ça ne se réalise pas. Mais il y a aussi des situations où, oui, les moyens sont là, mais ils sont dilapidés autrement. Maintenant, si moi je suis ministre de l'Éducation et j'ai été, ou bien je suis aussi enseignant, j'ai vécu ces conditions, mais il serait facile pour moi de communiquer avec mes collègues ou bien mes ex-collègues pour leur démontrer, voilà, dans la marmite, voilà ce que nous avons. Voilà nos problèmes. Asseyons-nous, développons maintenant une stratégie pour utiliser les outils dont nous disposons pour résoudre des problèmes en les prioritisant. Donc, ça permettra à ce que les gens savent déjà a priori qu'est-ce que nous avons, voilà le budget, voilà les contraintes, voilà la liste des problèmes, et ensemble, parce que c'est ça que je disais, je me souviens, quand en tant que chef de département, quand on fait des conseils même des enseignants, il y a la présence des élèves, de certains élèves, les leaders des élèves, il y a la présence de certains parents d'élèves. Ça veut dire que les décisions que nous prenons, ce n'est pas des décisions imposées, ce sont des décisions que nous prenons ensemble. Donc, en tant que ministre, moi, ma disposition serait de m'asseoir avec ces enseignants, de développer ensemble en leur présentant ce que j'ai comme contrainte, comme budget, et pour trouver la solution. Et cette solution serait une solution trouvée à nous tous. Et je rappelle, les téléspectateurs peuvent continuer par nous écrire. Docteur Tom va apporter les réponses dans quelques minutes. 96 46 10 31, procédé de l'indicatif plus 228, des questions écrites par WhatsApp. Docteur Tom, nous reprenons le fil de notre discussion. Nous étions avec les Maliens qui ne semblent plus croire à l'engagement de la CEDEAO et de la France à leur côté. Et Bamako veut nouer une nouvelle alliance russe. À tort ou à raison? Bon, là également, si le Mali a eu une relation solide avec la France depuis plusieurs années et que la situation du Mali n'est pas enviable jusqu'à la date d'aujourd'hui, il faudrait quand même penser à changer
pour voir si on peut espérer un changement. Mais reste à savoir si la France n'était pas intervenue, ce que le Mali serait devenu aujourd'hui. Non, je ne dis pas ça. Mais est-ce que c'est justement parce que la France était là que le Mali s'est maintenu à ce niveau? Est-ce que ça peut ne pas être meilleur? C'est possible. Parce que quand on prend le Mali d'abord, le Mali a une relation de très longue date avec la Russie dans le passé. Donc on peut se dire quand même que c'est possible que sans la France, le Mali peut être mieux. Je ne dirais pas que la France n'a rien fait, la France a intervenu. Mais la question que je me pose dans ce cas même du Mali, c'est de savoir si la France, dans ces conditions, je sais que la France aussi a ses problèmes, surtout en ces périodes de Covid où il y a la réduction du budget, il y a tellement de choses à faire, à revoir. Mais je me demande qu'est-ce qui pousse la France à injecter des milliards au Mali sans retour, mais si un autre veut prendre la main, elle est en train de refuser. Donc cela voudrait quand même dire que la situation de la crise malienne est profitable pour la France. Parce que si la situation n'est pas profitable pour moi, et que j'ai même mes propres problèmes, et que quelqu'un d'autre veut prendre la main, après plusieurs années que moi j'ai déjà faites, mais je dirais merci. Peut-être que c'est une question de cœur. Question de cœur. La France aime le Mali, peut-être. Je pense quand même qu'en géopolitique, nous tous, nous comprenons que ces injections de milliards dans l'économie pour la sécurité de nos pays ont toujours un retour profitable à ceux qui investissent. Donc c'est une démonstration de ça que nous voyons au Mali aujourd'hui, où la France qui se dit injectrice de fonds sans retour pour sauvegarder la situation du Mali, est en train de refuser que la Russie prenne la main et que la Russie aussi essaie de voir. Donc pour moi, je dirais quand même que, quelque part, le Mali aurait eu raison d'essayer de voir si avec la Russie ce serait meilleur. Maintenant, je souhaiterais que le divorce entre la France et le Mali ne soit pas un divorce très violent. Mais pourquoi vous n'envisagez pas une coopération multilatérale? Oui, est-ce que l'arrivée de la Russie signifie forcément que la France doit plier bagage? Non, justement, c'est la seconde partie de ma proposition. Donc, d'abord que le divorce entre le Mali et la France ne soit pas violent, afin que la France puisse toujours exister dans la vie du Mali, parce que, à part ce qui serait négatif, il y aura aussi beaucoup de choses positives que le Mali aurait gagné dans la coopération France-malienne. Donc, maintenant, la seconde chose, c'est que si la Russie, elle aussi, sait que son intervention n'est pas à but très, très, très lucrative, où le Mali serait encore exploité d'une autre manière, pourquoi ne pas faire alliance pour d'abord réduire leur pression, c'est-à-dire la pression qu'ils ont, que les deux nations ont sur elles pour intervenir et maintenant mettre les technologies ensemble pour trouver la solution au Mali. Donc si les deux se le refusent, cela voudrait dire quand même que ce que nous pensons à l'étape d'un citoyen lambda, de ses mains dirigeantes, est vrai. D'autant plus que si vous voulez nous aider, l'autre était là, apporte ton expertise, ajoute à celui-là pour qu'on puisse trouver la solution, peut-être très vite. Donc aujourd'hui, vous allez voir. Donc ce que moi je dirais, c'est que le Mali fasse attention, même dans la relation Russie et malienne. Parce que ça peut tourner en vert ou en rouge. Mais il faudrait aussi quand même que le divorce soit fait d'une manière où la France soit toujours aussi là, de certains côtés, pour ne pas peindre tout le tableau en noir. En tout cas, les choses semblent se préciser. Le ministre des Affaires étrangères, malgré les interdictions de voyage de la CEDEAO, a pu rencontrer son homologue russe cette semaine. Officiellement, les conclusions ne sont pas encore sorties, mais on imagine que... Oui, justement, c'est pourquoi je disais... Certains accords auraient été scellés. C'est ça, je disais, quand vous prenez une décision, que vous n'avez pas les opportunités, les moyens, les outils nécessaires de l'appliquer, ça vous décrédibilise. Donc maintenant, quand le ministre des Affaires étrangères est sorti, qu'est-ce que la CEDEAO fera de mieux? Après avoir gelé les avoirs, bon...
Donc si, avant de prendre des décisions, il faut s'assurer que nous pourrons les appliquer. Nous ne prenons pas pour les prendre. Donc voilà, je pense que oui, la coopération... Donc vous pensez que le Mali, la Guinée, ils ont les moyens de contourner les pressions de la CEDEAO, les sanctions de la CEDEAO? Ils n'ont pas les moyens déjà. Je sais qu'ils ont donné des raisons du renvoi du représentant de la CEDEAO du Mali. Donc, la Guinée, de son côté, a opposé une fin de non-recevoir à l'arrivée d'un envoyé spécial, Ibn Chambas, à Conakry. Oui, donc quand vous voyez tout ça là, cela voudrait dire quand même que nos États continuent ou bien on commence à savoir quand même que nous devons dépasser ces institutions qui ne nous donnent pas des résultats satisfaisants et pour nouer des relations. Moi, je pense quand même que l'expérience avec la France sera un fondamental pour les accords entre le Mali et la Russie. Donc si nous avons signé ces accords de telle manière et que depuis plus de 50 à 60 ans, nous n'avons pas eu gain de cause par rapport à l'évolution de notre économie. Et quand je rentre dans un nouvel accord, dans un nouvel engagement, je prendrai toutes mes dispositions. Et surtout avec l'avènement d'un nouveau leadership africain, je pense que nous n'allons plus signer des contrats avec nos ventres, mais nous allons les signer avec nos cœurs. Nos ventres pour satisfaire nos familles, mais nos cœurs pour le bien de nos pays. Mais quel est le positionnement de nouvelles visions dans la géopolitique africaine, voire mondiale? Vous êtes pro-russe ou pro-français? Moi, je suis pro-objectif. Je suis pro-objectif. Aucun pays au monde ne s'appelle objectif. Oui, c'est ça. Bon, aussi, aucun pays ne s'appelle pro-objectif. Ça veut dire quand même que nous créons la nouvelle vision. Nous voulons créer. Quand je dis pro-objectif, peut-être c'est la combinaison du côté positif de tous ces États. Par exemple, quand je prends la France, je ne dirais jamais que je suis contre la France. Mais je suis peut-être contre certaines manipulations de la France. De la même façon, je serai contre certaines manipulations de la Russie. Ou des États-Unis. Maintenant, la question, c'est de savoir... Quand vous rentrez en accord avec ces États, parce que ces États, par exemple, la France a des relations avec les États-Unis. Mais pourquoi la France n'est pas mal vue de ce côté? Des fois, la nature des relations dépendent de la nature des contrats que nous avons. Exemple banal pour comprendre ce système. Tu viens t'installer en tant qu'un businessman dans un pays où ton intention, c'est de faire de l'intérêt sur ta production. Oui, tu apportes du boulot dans ce pays, mais tu as vu peut-être que installer ton entreprise auprès de ces ressources primaires te permettra d'optimiser tes revenus. Mais arrivé, on t'impose tellement de choses à faire, on te demande des enveloppes et tu finis par les satisfaire. Mais quand tu finis par les satisfaire, tu traites les employés comme tu veux et tu fais des raccommodages que tu veux pour optimiser tes revenus. Donc la nature de ces institutions, ou bien de la France, ou bien de la Russie, dépendra du contrat. Mais si nous avons des nouveaux leaders aujourd'hui qui rentrent en contrat par rapport à leur pays, je pense que oui, le Togo, par exemple, le Togo de la Nouvelle Vision peut toujours maintenir sa relation avec la France, mais que cette relation soit une relation productive pour le Togo et non seulement une relation productive pour le signataire, mais nuisible pour la population. Mais quel est l'apport de l'extérieur pour la conquête du pouvoir par votre parti? L'apport de l'extérieur, je dirais quand même que qu'on le veuille ou pas à des niveaux donnés, il y a des forces externes qui agissent sur la politique intérieure de nos pays. Mais pour nous, à la Nouvelle Vision, nous disons simplement ceci. Que vous soyez la France, que vous soyez les États-Unis, que vous soyez la Russie et autres, nous, en tant que Nouvelle Vision, nous donnerons opportunité à tout le monde de nouer des accords avec nous. Parce que le monde est devenu un seul village. On ne peut pas réussir seul. Donc, on est dans un enclos où il y a inter-échange entre les États. Mais la relation entre nous et vous doivent être claires et doivent être posées sur d'autres bases. Avant, dans les relations France et certains de nos pays, ce sont des relations militaires qui ne sont rien d'autre que nous allons vous protéger en cas de problème. Et quels sont ces problèmes? Ce sont les soulèvements des populations. Et pourquoi les soulèvements des populations? Parce que la population a faim. Donc, si mon accord avec un État
serait autour du fait que je serai protégé lorsque mon peuple va se soulever contre moi. Je préfère aider ce peuple pour ne pas avoir ce soulèvement que de signer cet accord. Mais s'il y a la France qui doit implanter des sociétés dans mon État pour créer des opportunités et que ces opportunités seront profitables à mon pays, pourquoi ne pas signer? Et pourquoi donner peut-être un leadership à un seul pays? Donc je pense quand même mais le problème, que ces accords sont signés avant votre prise de pouvoir, entre guillemets. Comment allez-vous faire? Allez-vous dénoncer les accords avec ces multinationales? Donc je pense que cette dénonciation aussi n'apporte pas de belles solutions à nos pays. Mais il y a toujours ce qu'on appelle révision. Aujourd'hui, il y a des nouveaux dirigeants des pays comme la France qui veulent, au fait, revoir leurs relations avec les pays africains. Aujourd'hui, dans nos pays, il y a nos frères, nos sœurs qui se sont mariés aux Français. Il y a des Français qui sont mariés aux Togolais. Mais si nous voulons garder cette distanciation-là, ce bras de fer entre France et Togo, par exemple, par rapport à certains accords, ça nous donnera problème. Mais ce que moi, je pense qu'on pourra faire, c'est de réviser ces accords. Parce que nous avons l'avènement des nouveaux leaders aussi en France qui reconnaissent quand même qu'il y a eu abus, il y a eu extrémisme à des niveaux donnés et qu'on peut revoir les choses. Donc pour moi, ce n'est pas de rompre avec la France en tant que nouveau dirigeant, mais c'est de réviser ces accords et orienter la finalité vers la création du bien-être de mon pays et de leur pays. Et sur le plan interne, comment vous organisez-vous pour les prochaines élections dans le contexte de la crise sanitaire? Dans le contexte de la crise sanitaire, vous savez qu'il y a eu réduction d'interaction physique et c'est ce qui a réduit un peu notre élan depuis un moment. Mais très bientôt, nous allons lancer un programme de formation et d'orientation des jeunes Togolais qui veulent se lancer dans la politique. Ça, ce n'est pas obligatoirement ou bien uniquement ceux qui sont de la nouvelle vision. Parce que nous pensons quand même que ceux qui veulent s'impliquer dans la politique, dans la gestion des choses publiques, doivent avoir les formations, oui, les informations nécessaires afin qu'ils puissent donner un résultat probant lorsqu'ils seront élus dans leur communauté. Donc nous allons en un premier temps faire une formation. Il y aura la partie visuelle et la partie physique pour former les jeunes qui sont intéressés à participer aux échéances politiques. Maintenant, en second lieu, au niveau de Nouvelle Vision, nous allons participer aux élections régionales. Donc nous prenons nos dispositions et nous continuerons par former, informer et former ceux que nous allons déjà pointer comme représentants de cette vision dans leur communauté et commencer à travailler pour déblayer le terrain afin que ça puisse donner des résultats positifs. Mais vous n'avez pas participé aux élections locales. Est-ce que vos chances ne sont pas trop faibles quand vous vous positionnez pour les régionales? Je pense que si nos chances étaient si faibles que vous le pensiez, on n'aurait pas dû nous recaler à la présidentielle. Si déjà à la présidentielle, nos chances n'étaient pas très faibles, donc ça veut dire qu'au local, nous n'avons pas de faibles chances. Je pense qu'aujourd'hui que la nouvelle vision est comprise, même par certains partis de l'opposition, qui reconnaissent quand même que nous devons changer la cadence. Nous devons nous mettre dans une posture des gens qui recherchent le bien-être et non dans un combat des hommes contre des hommes. Donc la jeunesse togolaise comprend aujourd'hui que le combat qui nous importe aujourd'hui, ce n'est pas de te demander tu es de quelle ethnie ou bien tu es de quel parti, mais c'est plutôt de te demander tu as quel programme par exemple pour les émigrants, tu as quel programme pour les mamans du marché, tu as quel programme pour ceux qui ont fait des prêts mais qui ont été heurtés par la crise et qui sont peut-être emprisonnés, tu as quel programme contre l'injustice. Voilà de ces genres de choses et c'est ce que nous appelons nouvelle vision. Donc nous pensons quand même qu'avec ça, avec ce que nous véhiculons comme message, comme programme, nous avons toutes les chances de devenir des leaders de ce pays dans plusieurs communautés. Donc c'est pourquoi nous faisons toujours appel à ceux-là qui sont intéressés à rejoindre la nouvelle vision, que nous sommes disponibles sur Facebook, Nouvelle Vision ou bien Kodjo Viton ou bien sur WhatsApp 92 89 73 73. C'est pas une publicité, mais ça devient une publicité. Ça veut dire que vous allez participer au régional, aux législatives et certainement à la présidentielle tant que la population continuera pas à souffrir, tant que la jeunesse aura toujours cette désorientation, tant que les choses ne seront pas à leur oui, mais alors que vous n'êtes pas représenté à la CENI, vous
aucun représentant. Comment allez-vous faire pour défendre votre... Est-ce que la CENI... Votre vote. Le vote, au fait, c'est ce que le citoyen met dans le panier. Défendre le vote, c'est ce que nous ne voulons pas. C'est pourquoi nous proposons des CENI techniques. Quand je ne suis pas à qui sera mise en place, ce ne sera pas technique. Oui, bon, je comprends. Mais cela voudrait dire, est-ce que vous voulez insinuer que la CENI fera ces manipulations pour leur parti, ou bien, même si ce n'est pas une CENI technique, c'est une CENI qui va reporter les suffrages dans les urnes. Bon, parce que peu importe celui qui doit être là, que vous soyez d'un parti, de l'opposition ou bien du régime, je pense que quand quelqu'un vote un bulletin de la nouvelle vision, qui au fait est un bulletin d'espoir, un bulletin de reconstruction de cette nation, il faut reporter cela pour que enfin nous créons un Togo qui donne l'opportunité à tous les Togolais de vivre en toute quiétude. Nous allons prendre quelques questions encore avant de clôturer notre émission. 90 54 69, 90 54 69. Bonsoir le plateau. L'invité est très pragmatique dans tout ce qu'il dit. Félicitations à lui. Ça se voit qu'il porte en lui une nouvelle façon de faire la politique au Togo. Serait-il possible qu'il insuffle toutes ces stratégies au pouvoir en place dans l'intérêt du développement de notre pays, même s'il n'est pas encore au pouvoir? Faustin depuis Chamba. Oui, justement, et c'est pourquoi j'ai dit la nouvelle vision intervient par notre politique définie de politique des 3C, contribuer, collaborer et contraindre. Nous n'allons jamais attendre d'avoir le pouvoir d'abord avant d'agir. Nous savons qu'aujourd'hui, le pouvoir est devenu un outil pour que nous puissions accélérer le programme que nous avons pour aider la population à vite sortir de ces situations. Mais en attendant, nous continuerons toujours à le faire. Et la preuve, c'est qu'on nous a éjectés de la course présidentielle. Mais là, dans les 2-3 semaines qui ont suivi, ou bien dans les 2 semaines qui ont suivi, nous avons fait appel à tous les partis, même le parti au pouvoir, pour qu'on puisse partager avec eux le programme que nous avons, afin que s'il y a des choses à tirer de nos programmes, qu'ils puissent l'ajouter à leur programme. Parce qu'à la fin, c'est le bien-être de la population qui est plus important. Quand le gouvernement a lancé le projet d'appel à fonds pour Covid, je ne sais pas si les autres partis en ont fait. Ce n'est pas une obligation. Mais la nouvelle vision nous a fait une contribution d'une enveloppe de 1 million. Ce qui voudrait dire que nous n'attendons pas que nous soyons au pouvoir avant de le faire. À la rentrée, nous faisons des orientations pour des enseignants. L'année passée et passée, nous avons fait des appels de fonds pour subventionner des bourses aux étudiants d'une valeur de plus de 35 millions de francs. Nous continuons par faire des orientations aux jeunes bacheliers et étudiants. Donc la nouvelle vision, je ne vais pas oublier, session des femmes, Novi Women, qui fait la formation des jeunes femmes dans les coins reculés pour les activités génératrices de revenus. Donc pour la nouvelle vision, ce n'est pas un problème d'attendre jusqu'à avoir le pouvoir avant d'agir, mais c'est de faire ce qu'on peut. C'est pourquoi même dans le problème de l'éducation, nous avons déjà prévu que nous allons faire des formations, au moins dans les 5 régions, et ça prendra en considération les écoles privées, parce qu'il y avait une question qui demandait si le privé n'est pas marginalisé. Oui, c'est comme si on prend toutes les décisions en laissant de côté les écoles privées qui sont heurtées par nos décisions. Donc pour nous, nous allons donner la chance à ces écoles privées, comme on le fait toujours, de participer à cela. Et si par la grâce, nous avons des appuis financiers ou en matériel, nous allons offrir des matériels didactiques à ces enseignants et à ces écoles pour aider à contribuer à l'éducation de nos enfants. Alors, que fera M. Ton face aux questions des retraités qui sont abandonnés après 30 ans de service? C'est Sylvestre qui revient de Kégué. Ça, c'est une question très pertinente parce que les retraités, au fait, c'est une ressource que nous marginalisons aussi. Quand je définis, ou bien la nouvelle vision, nous définissons les retraités, nous disons que ce sont des gens qui sont à la fin de l'accumulation de savoir. Il y a des gens qui ont travaillé, qui ont eu à traverser beaucoup de choses depuis jusqu'à 30 ans. Ces gens-là, ils ont appris beaucoup de choses. Normalement, nous devons avoir un programme qui lie ceux qui sont sur le terrain en train d'exécuter avec ceux qui sont en retraite pour puiser de leurs expériences pour aménager ce que nous faisons sur le terrain. Et nous allons aussi voir, au niveau des retraités, les conditions sont pénibles. Pourquoi? Un retraité qui est payé peut-être 40 000 en
2001 et qui reçoit encore 40-45 000 en 2020 serait dans une condition pénible. Donc je pense quand même qu'il faut aussi, au niveau des politiques globales, revoir les mesures d'accompagnement améliorées, surtout au côté santé, parce que vous êtes retraité, ça veut dire que l'âge, la plupart du temps, l'âge avance un peu. Au lieu d'utiliser la grande partie pour acheter les médicaments, il faudrait avoir un système d'accompagnement qui permet à ce que les retraités puissent avoir un allègement pour l'achat des produits pharmaceutiques et traitements, et au même moment revoir par rapport au niveau d'évolution, au coût de vie, une augmentation de leur pension. Et je pense que c'est très important. Donc, au niveau de la nouvelle vision, nous voulons quand même que ces retraités, même en retraite, puissent contribuer valablement à ce qui se fera sur le terrain. Et dans cette contribution, il y aura une rémunération supplémentaire en plus de leur pension. C'est ce que propose la nouvelle vision dans notre programme de développement. Mais de façon générale, en Afrique, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une sous-exploitation de ces expériences des retraités une fois... après la retraite, ces connaissances, ces expériences acquises ne sont pas capitalisées. Oui, je ne dirais pas une sous-exploitation, c'est une non-exploitation de ces expériences. C'est-à-dire quand vous êtes à la retraite, c'est comme si vous avez fini. Ouais. Et quand on dit vous avez fini, bon, vous vous donnez peut-être à la cigarette, vous vous donnez peut-être à la boisson, parce que quelqu'un qui est à la retraite, la plupart du temps, va te dire, bon, moi je n'attends que la mort. Maintenant, est-ce que c'est réel ? Après la retraite, c'est en ce moment-là que la personne commence à vivre. Il a pris 30 ans pour pouvoir travailler, pour pouvoir se déployer sur le terrain. Donc il faut qu'on trouve... il faut qu'on trouve, on établit. D'abord, il faut qu'on change cette mentalité, même des retraités qui pensent que, bon, moi je suis à la retraite, je n'attends que la mort. Non, vous êtes à la retraite, vous êtes plutôt en fin d'accumulation de savoir. Il y a le savoir que nous avons acquis à l'école, il y a d'autres que nous rencontrons ou bien que nous récoltons sur le terrain. Et la plupart du temps, ce que nous récoltons sur le terrain est plus adapté que ce que nous avons acquis à l'école. Donc ces retraités sont tellement indispensables, surtout dans le domaine de l'éducation. Normalement, c'est de ces retraités... Dans tous les domaines d'ailleurs. Dans tous les domaines, mais dans le domaine de l'éducation, par exemple spécifiquement, ces retraités... On peut s'appuyer sur eux pour être des conseillers pédagogiques. Ouais. Des conseillers pédagogiques, soit virtuellement, soit s'ils ne sont pas actifs, ils peuvent participer d'une manière ou d'une autre. Et on peut les mettre à contribution pour la refondation du système éducatif, par exemple. Bonnes idées. Même les problèmes que nous traversons aujourd'hui, vous allez parler à 3, 4, 5 retraités, ils vous donneront des solutions et pour l'État et pour les enseignants. De la même manière, pour les médecins, par exemple, on peut les avoir à contribution pour les sensibilisations porte à porte. Il faut que l'État... C'est un domaine sur lequel peut-être on voudra revenir en 30 secondes. Est-ce que vous pouvez nous donner les chances de votre parti de gagner sans alliance avec les autres forces de l'opposition en 30 secondes, parce que nous sommes à la fin de l'émission? Nous n'allons pas dire sans alliance, mais nous nous ouvrons à tout parti qui partage les fondamentaux de la nouvelle vision et qui veut aller pour le bien-être et le mieux-être de notre pays. Et quand on veut parler de la chance, nous avons 100% de chance pour gagner. Vous êtes ambitieux, là. Nous avons 100% de chance. Je me rappelle, j'ai dit, Kodjoviton candidat, Kodjoviton président. Donc, 100% de chance parce que ce que nous portons comme programme, c'est ce que cherchent et les dirigeants et ceux qui doivent s'aider et ceux qui sont à la maison. Même si vous n'êtes pas porté par le Saint-Esprit. Bon, comme c'est 30 secondes, je veux parler toujours à ma jeunesse, à mon peuple, à ma génération. Je dis, il y a toutes les chances, regagnons-nous ensemble, faisons cette lutte et opposons-nous contre les situations défavorisantes, déplorables de notre pays. Merci. Merci, docteur Aubin Kodjovi Atenaton, président national de Nouvelle Vision. Merci d'être passé nous voir. Je vous en prie. Merci beaucoup. Nous sommes donc à la fin de notre forum de cette semaine. Merci infiniment aux techniciens qui nous ont accompagnés. Gildas, Sylvie Andigli et Thomas Choi au studio. À très bientôt.